une série d'explosions secoue la ville de New York. Les agents du FBI et les policiers passent les débris au tamis à la recherche d'indices. Ils sont prêts à tout pour trouver une piste qui les mènera vers les auteurs de ces crimes. Mais ceux-ci ont pris soin de bien cacher leurs traces. Alors que les attentats se multiplient, le FBI entreprend une lutte à finir avec ces terroristes qui sont prêts à tout pour arriver à leur fin. New York, le 26 octobre 1974, juste après minuit. Cinq explosions secouèrent Manhattan. Les policiers de New York se précipitèrent sur les lieux des attentats. La plus grosse détonation avait eu lieu dans le quartier des Affaires. L'enquêteur Elmer Toro, du service de police de New York, menait l'enquête. Après un seul coup d'œil aux dégâts, Toro sut qu'ils auraient de la chance s'ils trouvaient le moindre indice. Les terroristes semblaient avoir utilisé de la dynamite. Le problème avec les explosions, c'est que la plupart des indices sont détruits. On ne peut pas retrouver la dynamite elle-même. Tout ce qu'on peut espérer, c'est trouver une empreinte digitale ou un témoin oculaire. Les policiers interrogèrent tous ceux qui se trouvaient alors dans le quartier, mais aucun d'entre eux n'avait vu l'auteur du délit. À en juger par les fragments qu'on avait recueillis, la bombe avait été posée sous une voiture. On l'avait mise sous le moteur. En explosant, la déflagration avait fait sauter l'auto et propulsé le moteur dans les airs. On en a retrouvé des fragments jusqu'au 6e étage. C'était une explosion très puissante. On a rapidement compris que cette enquête allait être ardue. Le seul indice prometteur était les restes de ce qui ressemblait à la poignée d'une valise en cuir. Pendant que les policiers ratissaient la scène du crime, ils reçurent un appel de l'Associated Press. Un des poseurs de bombes avait contacté l'agence de presse pour signaler qu'il avait laissé quelque chose dans une cabine téléphonique près du site de l'explosion. Un patrouilleur fut dépêché sur les lieux. Sous le téléphone, il trouva une lettre. Il la remit aux experts du quartier général afin que ceux-ci se mettent à la recherche d'une piste. La lettre provenait d'un groupe se faisant appeler le FALN, l'acronyme des Forces armées de libération nationale de Porto Rico. Il s'agissait d'un groupe isolé qui comptait peu de membres. Le FALN n'était même pas connu à Porto Rico. Seuls les extrémistes le connaissaient, ceux qui luttaient pour l'indépendance de ce pays. Mais la plupart des Portoricains n'en avaient jamais entendu parler. L'ancienne colonie espagnole de Porto Rico avait volontairement accepté de devenir américaine. Lors d'un référendum, plus de 90% des Portoricains avaient voté pour que l'île soit annexée aux États-Unis. Seulement 5% des électeurs avaient voté pour l'indépendance du pays. Maintenant, ces gens constituaient une menace. Dans la lettre trouvée sous le téléphone, le FALN exigeait du gouvernement américain qu'il abandonne Porto Rico, sans quoi il y aurait d'autres attentats à la bombe. Ces gens ne croyaient pas au système électoral. Ils comptaient obtenir le soutien de la population en semant la peur par ces actes de violence. Ce qui avait commencé comme une enquête sur une explosion devenait maintenant une lutte contre ces attaques terroristes. Or, c'est au FBI qu'incombe cette responsabilité. Le service de police de New York rencontra les agents du bureau. L'enquêteur Toro mit l'agent spécial Don Wofford au fait de la situation et lui montra les indices trouvés sur les lieux des explosions. Les indices montraient que la bombe était constituée d'un explosif de grande puissance et qu'elle avait vraisemblablement été activée par un détonateur parce que c'est la seule chose qui puisse faire exploser des bâtons de dynamite. Plusieurs fragments montraient qu'une montre avait servi de minuterie. On avait aussi trouvé des fragments de piles. À partir des débris,
On voyait que le dispositif avait été placé dans un sac, dont on avait trouvé des fragments de la poignée. C'était bien peu, mais c'était tout ce que les enquêteurs avaient trouvé. Ils tentèrent de découvrir qui avait fabriqué la poignée. Peut-être pourraient-ils ensuite découvrir qui avait acheté ce sac ou cette valise. Ils concentrèrent ensuite leur attention sur la lettre dans laquelle le FALN demandait aux États-Unis de renoncer à son hégémonie sur Porto Rico et de libérer 5 terroristes portoricains de prison fédérale. Ces terroristes étaient derrière les barreaux depuis les années 50. Le 1er novembre 1950, 2 tireurs portoricains avaient tenté d'assassiner le président américain Harry Truman. 2 agents de la police de Washington avaient été gravement blessés lors de l'échange de coups de feu. Un policier était mort, de même qu'un des terroristes. L'autre tireur fut condamné à la prison à perpétuité. 3 ans plus tard, 4 autres portoricains indépendantistes avaient été écroués après avoir ouvert le feu à la Chambre des représentants. Maintenant, l'enquêteur Toro et l'agent Wofford se demandaient si le groupe terroriste n'était pas formé de proches des 5 hommes derrière les barreaux. J'espérais qu'en examinant le passé et la situation actuelle des 5 prisonniers politiques, on trouverait une piste. On a examiné le passé de ces 5 hommes, on a vérifié l'identité des gens qui leur écrivaient et qui leur rendaient visite. Au même moment, la police de New York et le FBI examinèrent les dossiers des activistes portoricains qui étaient reconnus pour leurs actes de violence. 1 mois après l'explosion, le service de police de New York reçut un appel à propos d'un cadavre qui avait été abandonné dans un immeuble de Spanish Harlem. Le jeune agent Angel Poggi, dont c'était la première journée de travail, fut dépêché sur les lieux pour y faire enquête. L'agent Poggi était originaire de Porto Rico et il était fier de s'être distingué par sa carrière et son statut. La porte était piégée. Il a été propulsé de l'autre côté de la rue et sa carrière a aussitôt pris fin. Bien que l'agent Poggi ait survécu à l'explosion, il perdit l'usage de son œil droit. Quand les policiers fouillèrent l'immeuble, ils ne trouvèrent aucun cadavre. L'appel n'était qu'un piège pour attirer des policiers. Les experts de l'escouade antibombe recueillirent des résidus d'explosifs et une autre poignée de valises. Comme lors de l'explosion précédente, ils conclurent que la bombe était constituée de dynamite. À en juger par les dégâts, la bombe était sans doute accrochée de l'autre côté de la porte, sans doute dans un sac de voyage. Par un autre appel téléphonique, les policiers trouvèrent une lettre du FALN qui revendiquait fièrement cet attentat qui avait atteint l'agent Poggi. Pour les enquêteurs du service de police de New York, cette enquête était devenue une affaire personnelle. Ils se battaient pour l'indépendance de Porto Rico, et voilà que le premier policier qu'ils blessaient était un jeune portoricain. Ce n'était qu'un enfant. Quand au sein de la police on se sent attaqué, on réagit différemment. On savait qu'une guerre venait de commencer. La lettre stipulait que l'attentat visait à venger la mort d'un poète portoricain peu connu, Martin Tito Pérez. Si vous aviez affiché le nom de Martin Tito Pérez à Spanish Harlem, sans doute que des gens auraient su de qui il s'agissait. Mais dans le reste de Manhattan et des États-Unis, personne ne savait qui c'était. À ce moment-là, on a compris que les suspects avaient des liens avec Spanish Harlem. Quelques jours plus tôt, des policiers avaient photographié un homme d'origine portoricaine alors qu'il distribuait des dépliants où l'on affirmait que Martin Pérez avait été assassiné par la police en prison. Même si la cause officielle de la mort de Pérez était le suicide, les activistes encourageaient la population à se venger de la police. Le nom de l'homme distribuant ces papiers était William Morales. William Morales était un activiste de Spanish Harlem. C'était un de ces types en faveur de l'indépendance de Porto Rico qui participait à toutes les manifestations reliées à cette cause. Il jouait un rôle dans le mouvement indépendantiste de Porto Rico. Bien que le comportement de Morales soit suspect, les policiers ne disposaient pas de preuves pour le coffrer. Ils continuèrent de chercher quelqu'un qui saurait quelque chose à propos de l'attaque du policier Poggi. Malheureusement, ils n'eurent pas de chance. L'enquête piétinait quand le FALN jeta son dévolu sur une taverne historique située au cœur du quartier des affaires de New York.
Les terroristes faisaient monter les enchères au nom de leur cause meurtrière. Une organisation terroriste appelée FALN avait commis une série d'attentats à la bombe à plusieurs endroits de New York. Le FBI tentait désespérément d'assembler les pièces du puzzle pour trouver les auteurs de ces crimes avant qu'ils ne frappent à nouveau. Mais la bataille était perdue d'avance. La taverne historique Frances, dans le quartier des affaires, était un endroit fréquenté par les courtiers de Wall Street. Le 24 janvier, une bombe explosa à l'heure du lunch. La détonation tua 4 personnes et en blessa 60 autres. Les victimes furent conduites d'urgence dans les hôpitaux les plus près. L'agent spécial Don Wofford du FBI. C'était l'une des pires scènes d'explosion que j'ai vues de toute ma carrière au FBI. Du rez-de-chaussée, il ne restait que des éclats de bois. Toutes les tables, les chaises et les murs n'étaient plus que des fragments. La première bombe n'avait fait aucune victime. La seconde visait une personne en particulier. Cette fois-ci, les terroristes avaient clairement l'intention de tuer le plus de gens possible. L'explosion avait eu lieu en plein jour et non à 3 heures du matin. Les terroristes n'avaient pas laissé leur bombe dans un immeuble abandonné, mais plutôt dans un restaurant bondé de clients. C'est une image que l'agent spécial Rick Hahn ne pourra jamais oublier. Les rues étaient mouillées parce qu'on les avait arrosées pour nettoyer le sang des victimes sur la scène du crime. La vue de ces lieux m'a profondément troublé et convaincu de tout faire pour résoudre cette enquête. Sur le site de l'explosion, les enquêteurs trouvèrent une fois de plus une poignée de valises semblables à celles trouvées sur les autres scènes d'attentats à la bombe. En outre, des témoins déclarèrent avoir vu un homme suspect laisser un sac de voyage sur les lieux quelques minutes avant l'explosion. Ce type n'était pas vêtu pour aller manger à la taverne Frances avec des courtiers de Wall Street. Or, s'il s'était trompé d'endroit, pourquoi avait-il laissé ce sac de voyage? Il n'a rien fait de spécial, comme nous l'ont raconté les témoins. Il a simplement laissé le sac là. La bombe était donc déjà active. Cette chose était en marche. Et à en juger par les dégâts, il devait y avoir entre 20 et 30 bâtons de dynamite. Cet homme s'était donc promené dans Manhattan avec une bombe de 20 ou 30 bâtons de dynamite. Il faut être pas mal timbré pour faire ça. Des témoins oculaires décrivirent le suspect à un artiste judiciaire. Le groupe extrémiste devenait de plus en plus dangereux. Le FBI intensifia ses recherches. Le FBI distribua le portrait partout dans New York. Mais les enquêteurs ne purent trouver quelqu'un qui correspondait à cette description. Au labo, les experts examinèrent les maigres indices à leur disposition. Ils se concentrèrent notamment sur les lettres dans lesquelles les terroristes faisaient état de leurs exigences. Leur objectif était de tuer les dirigeants de sociétés commerciales. À l'époque, ces sociétés étaient perçues comme partie prenante de l'industrie militaire et, par conséquent, attaquer ces sociétés revenait à attaquer le gouvernement américain. Les techniciens de laboratoire confirmèrent que les 3 lettres laissées par le FALN avaient été rédigées sur le même papier et que la typographie était identique. Les indices étaient rares. On a été déçus d'apprendre que tout dans ces lettres, le papier, l'encre, les caractères, le genre de stencil utilisé, le logo, tout pouvait avoir été acheté n'importe où à Manhattan. Par contre, les poignées de valises, elles, fournissaient une piste intéressante aux experts de laboratoire. Les sacs de voyage utilisés pour transporter les bombes étaient toutes d'un modèle particulier et fabriqués par un seul manufacturier. Ça pouvait être le coup de chance espéré par les enquêteurs. Le FBI contacta le manufacturier pour obtenir la liste de tous les magasins de New York qui vendaient ce modèle de sac en particulier. Au cours des semaines suivantes, les enquêteurs visitèrent les détaillants et leur montrèrent le portrait robot du suspect. Malheureusement, aucun d'entre eux ne put l'identifier. Les explosions se multiplièrent. 3 mois après l'attentat de la taverne Frances,
Le FALN revendiqua dans un communiqué l'explosion de 4 bombes après minuit dans le centre-ville de Manhattan. Puis, à Chicago, à 1300 km de distance, l'inimaginable se produisit. Des bombes explosèrent à 2 banques. Le FALN revendiqua aussi ces attentats par le biais d'un communiqué. Les terroristes représentaient maintenant une menace pour tout le pays. Au bureau du FBI de New York, les enquêteurs comparèrent le communiqué de Chicago à ceux qu'ils avaient déjà analysés. Aussitôt qu'on a vu l'entête, avec le logo, on a su que c'était bien le FALN. Les experts pourraient poursuivre leurs recherches sous un angle nouveau. Ça nous a permis d'échafauder de nouvelles hypothèses. On se disait que si on n'avait pas pu trouver les suspects à New York, c'était peut-être parce que le groupe était basé à Chicago. Les agents de New York contactèrent l'agent spécial William Dyson du bureau du FBI de Chicago. C'était la première fois que le FALN commettait un attentat à Chicago. La communauté portoricaine de New York est très importante et ces attaques semblaient strictement cibler New York. Or, maintenant, Chicago venait de tomber dans la mire de ces types. On a demandé à nos collègues de New York s'ils n'avaient pas des pistes, des indices. Dans quelle direction devions-nous aller? Les membres du FALN de Chicago communiquaient forcément avec ceux de New York et vice-versa. Ils se déplaçaient aussi. Le FBI et la police réexaminèrent la liste des suspects potentiels. On a cherché à voir si certains des suspects de notre liste n'avaient pas des liens quelconques avec la ville de Chicago. Se rendaient-ils souvent dans cette ville? Recevaient-ils des visiteurs de Chicago? Et on a fait la même chose avec les suspects de Chicago. Des types étaient-ils venus à New York au moment des attentats? Les enquêteurs constatèrent que plusieurs des activistes qu'ils surveillaient à New York avaient bien des liens avec les gens de Chicago. On a mis sous surveillance tous les individus qui nous intéressaient 24 heures par jour. Et quand je dis surveiller, je veux dire qu'on les suivait partout où ils allaient. J'ai passé des semaines entières à les filer dans les rues. On était incapable de passer à la vitesse supérieure. Malheureusement, la surveillance se révéla inefficace et les attentats se poursuivirent. 9 mois après l'attentat de la taverne Francis, il y eut de nouvelles explosions à New York. Cette fois-ci, des bombes frappèrent également les quartiers d'affaires de Chicago et de Washington. Une fois de plus, le FALN revendiqua ces attentats. Après ces attaques, les autorités de Chicago firent appel aux gardiens de sécurité de la ville afin qu'ils fouillent tous les immeubles. Devant le siège social d'une société pétrolière, des gardiens trouvèrent un bouquet de fleurs suspect qui provenait du FALN. Ils ont trouvé un bouquet de 14 roses de belle qualité, comme celles qu'on donnerait à la fête des mères, par exemple. Dans ce bouquet, il y avait une bombe. Un expert de l'escouade anti-bombe de Chicago désamorça la bombe. Pour la première fois, les enquêteurs pourraient examiner soigneusement un engin explosif fabriqué par le FALN, ce qui pourrait peut-être permettre d'obtenir des pistes solides. Un technicien du laboratoire judiciaire releva le numéro de série unique apparaissant sur les bâtons de dynamite. Il provenait du chantier de construction d'une digue au Nouveau-Mexique. Malheureusement, la piste s'arrêtait là. Il n'y avait pas eu de vol de dynamite à cet endroit. Les enquêteurs tentèrent ensuite de retracer la provenance du bouquet de roses. On devait aller voir les 800 fleuristes de Chicago. On les a tous visités l'un après l'autre. Et quand je dis « on », je veux dire les autorités, pas seulement les agents du FBI. Malheureusement, on n'a jamais pu savoir d'où provenaient ces roses. À New York, les agents du FBI constatèrent que les composantes de la dernière bombe étaient identiques à celles des autres bombes. Les enquêteurs dressèrent la liste de tous les détaillants de New York qui vendaient ces composantes. Ils en trouvèrent un en particulier où l'on trouvait toutes les composantes. On a identifié un magasin du Bronx qui vendait un modèle de montre en particulier. Ce détaillant vendait aussi des bonbonnes de propane et des sacs de voyage comme ceux qui avaient servi à transporter les bombes. Était-il possible que les terroristes aient été assez négligents pour avoir acheté toutes les composantes dans un même magasin? Au magasin en question,
Les enquêteurs montrèrent à la propriétaire le portrait robot. Elle n'a pas pu nous donner le nom du type, mais elle a confirmé qu'une personne qui ressemblait à celle du portrait était effectivement venue acheter plusieurs sacs de voyage et des piles. Les enquêteurs tenaient enfin un bon filon. Ils montrèrent ensuite les photos des suspects à la propriétaire du commerce. Malheureusement, elle n'en reconnut aucun. Elle accepta toutefois d'aider les agents. On a demandé à la propriétaire de collaborer à l'enquête. Elle nous a autorisés à marquer discrètement les divers produits qu'elle vendait pour qu'on puisse les identifier plus tard s'ils étaient utilisés dans une bombe. Ces marques, si elles n'étaient pas détruites lors de l'explosion, pourraient confirmer que les composantes avaient bel et bien été achetées chez ce détaillant. Les enquêteurs firent également surveiller étroitement le commerce 24 heures par jour. Et quand une personne achèterait un sac, on la surveillerait. On tenterait de l'identifier et on chercherait à voir si cette personne ressemblait à celle du portrait robot. Maintenant, les agents ne pouvaient plus qu'attendre et espérer que les terroristes soient pris au piège. À New York, une organisation terroriste appelée FALN avait commis plusieurs attentats à la bombe, tuant ainsi 4 personnes et blessant plus de 60 autres personnes. Le FALN avait étendu son rayon d'action à d'autres villes américaines comme Washington et Chicago. Le FBI faisait l'impossible pour trouver une piste sur le groupe. Les agents apprirent alors que des composantes semblables à celles utilisées pour faire les bombes étaient toutes vendues dans un même magasin du Bronx. Les agents établirent un réseau de surveillance. Malheureusement, ils n'obtinrent rien de concluant malgré quelques mois de travail. Peut-être les terroristes avaient-ils acheté les diverses composantes en grande quantité. Peut-être aussi s'étaient-ils aperçus que l'établissement était surveillé. Une fois de plus, ils avaient une longueur d'avance sur les enquêteurs. Quelques mois après le dernier attentat, l'affaire prit une tournure étrange à Chicago quand les policiers reçurent un tuyau pour le moins inattendu. Un informateur leur révéla qu'un homme travaillant près d'un garage avait essayé de vendre de la dynamite aux gangs de rue. Le policier qui fut dépêché sur les lieux entendit du bruit. Il aperçut alors un homme tentant d'ouvrir un coffre. Hey, stand up, put the hammer down now. Le policier vit alors des bâtons de dynamite. Put your hands up where I can see 'em. L'homme déclara que son ami avait volé les explosifs dans un appartement qui en contenait encore beaucoup. Les agents du FBI se rendirent aussitôt à l'appartement en question. Ils y trouvèrent plus d'une centaine de bâtons de dynamite et d'autres composantes pour fabriquer des bombes. Voici l'agent spécial William Dyson du FBI. Non seulement on a trouvé des explosifs, mais aussi des bonbonnes de propane et des montres dans lesquelles on avait pratiqué des trous. On a même découvert des communiqués. C'était le FALN, il n'y avait aucun doute là-dessus. Mais le problème, c'est qu'on ne savait pas encore qui venait à cet appartement. Pendant que l'escouade anti-bombe s'assurait que l'immeuble était sécuritaire, les enquêteurs interrogèrent les locataires. Ils déclarèrent tous que l'appartement était inhabité. Ils ajoutèrent qu'ils n'avaient vu que 2 personnes y entrer et en sortir, soit le propriétaire de l'immeuble, Carlos Torres, et sa femme. Ce qui m'a frappé, c'était la naïveté stupéfiante des propriétaires. Ce type avait un laboratoire pour fabriquer des bombes dans son propre immeuble. C'était lui qui avait accès à tous les appartements vacants, qui détenait les clés. Il était carrément stupide. On avait maintenant 2 suspects. Non seulement ces individus étaient-ils propriétaires de l'immeuble, mais en plus, ils avaient été vus entrant dans l'appartement en question. Les enquêteurs se mirent à la recherche de Carlos Torres, le propriétaire de l'immeuble, et de sa femme, Heidi. Ceux-ci semblaient s'être volatilisés, ce qui ne fit que renforcer les soupçons des enquêteurs sur leur lien avec le FALN. Le FBI effectua des recherches méthodiques pour retrouver les fugitifs en commençant par examiner leurs antécédents. Les agents interrogèrent et mirent sous surveillance tous les proches des fugitifs. Mais ceux-ci avaient disparu sans laisser de traces. Simultanément, le FBI concentra ses efforts sur un document trouvé au laboratoire clandestin. Apparemment, les personnes que l'on soupçonnait de faire partie du FALN à Chicago faisaient tous partie du comité d'une œuvre de charité latino-américaine. Les agents de Chicago avisèrent le bureau de New York de cette découverte.
l'agent spécial Rick Horn du FBI. On croyait que le FALN avait mis sur pied cette œuvre de charité pour financer ses propres activités, pour assurer les déplacements de ses membres et pour recueillir des fonds. Selon les dossiers examinés par l'agent Don Warford, les suspects de Chicago avaient utilisé des billets d'avion payés par l'œuvre de charité pour se rendre à New York quelques jours avant les attentats à la bombe. L'organisme avait payé de nombreux allers-retours à certains de ses membres. Cette œuvre de charité était censée prêter de l'argent et accorder des bourses aux gens qui organisaient des activités pour la communauté hispano-américaine, comme des soirées de lecture de la Bible en espagnol et des soirées de chant, ce genre de choses. Les enquêteurs découvrirent également que le comité de cette œuvre de charité comptait quelqu'un qu'ils connaissaient déjà, William Morales, un extrémiste de New York. Ils surveillèrent étroitement Morales ainsi que tous les membres de ce comité, mais ne trouvèrent rien d'anormal. Ils ne disposaient pas assez d'indices pour mettre les suspects sur écoute ou pour obtenir des mandats de perquisition. 6 mois plus tard, dans l'immeuble de la Mobile Oil, près de la gare de Grand Central, une bombe cachée dans un bureau d'embauche tua une personne et en blessa 8 autres. Le FBI et le service de police de New York se rendirent sur les lieux pour interroger les témoins. L'employé qui s'occupait des demandes d'emploi déclara qu'elle avait vu l'auteur de l'attentat. Elle a dit « Je sais qui a laissé cette bombe parce que je l'ai vue et que je lui ai parlé ». Elle n'arrêtait pas de répéter que ce n'était qu'une enfant et qu'elle ne pouvait pas croire que cette jeune fille ait pu laisser une bombe pour tuer ainsi des gens. Selon l'employé, la jeune femme était entrée avec un parapluie fermé qui semblait anormalement lourd. Elle savait fort bien en laissant la bombe que celle-ci allait blesser des gens en explosant. La femme avait pris un formulaire de demande d'emploi. Elle a rapidement griffonné un nom et une adresse. Le temps s'écoulait et elle voulait sortir de là au plus vite. La jeune femme voulut partir, mais l'employé refusa de la laisser partir avec le formulaire. Quelques minutes plus tard, la bombe explosa, décapitant l'homme qui se trouvait juste à côté. Celui-ci ayant servi de bouclier, il n'y eut pas d'autres morts. Les enquêteurs prirent le formulaire en espérant que la suspecte y aurait laissé une empreinte digitale. S'ils en trouvaient une, ce serait leur premier indice solide sur l'identité d'un des terroristes. Les experts du labo ne trouvèrent rien sur le recto du document. Mais au verso, ils trouvèrent ce qu'ils espéraient découvrir. Une empreinte digitale. Celle-ci avait été laissée par Heidi Torres, la femme de Carlos Torres, le propriétaire de l'immeuble où se trouvait le laboratoire clandestin du FALN à Chicago. Les policiers de New York obtinrent un mandat d'arrêt contre la jeune femme pour meurtre au second degré. Après la mise en accusation par un grand jury, le nom de son mari Carlos Torres fut mis sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI. 2 mois plus tard à Queens, dans l'État de New York, les pompiers furent dépêchés à un appartement où il y avait eu une explosion. Ils y trouvèrent une lettre du FALN. L'agent Warford arriva au moment où les ambulanciers sortaient un homme gravement blessé de l'appartement. L'agent, qui croyait que l'homme était vraisemblablement un membre du FALN, tenta de l'identifier, mais le visage de l'homme portait de graves blessures et ses mains avaient pratiquement été complètement détruites par la déflagration. Dans l'appartement, les enquêteurs trouvèrent 3 petites bombes tuyaux. Les indices semblaient indiquer qu'une 4e bombe tuyau avait explosé au moment de sa fabrication, ce qui pouvait expliquer les blessures aux mains de l'homme. Les enquêteurs trouvèrent une photocopieuse et du papier arborant le logo du FALN. Ils trouvèrent également une importante quantité d'explosifs. L'enquêteur Elmer Toro se rendit à l'hôpital pour tenter d'identifier le présumé fabricant de bombes. Ses mains étaient dans un si mauvais état qu'il fut impossible de prélever ses empreintes digitales. L'enquêteur Toro
annonça au suspect que ces hommes n'auraient aucun mal à l'identifier, à même les indices qu'il avait laissés au laboratoire clandestin. Il ferait donc mieux de révéler son nom sans attendre. Malheureusement, l'homme était incapable de parler. J'avais apporté une liste de noms de suspects. Quand j'ai mentionné le nom de William Morales, il a bougé et opiné de la tête sans rien dire. J'ai compris qu'il venait de s'identifier. 9 mois plus tard, Morales comparut pour avoir mis la vie de gens en danger et pour avoir eu en sa possession des armes dangereuses. Morales a demandé qu'on lui accorde le statut de prisonnier de guerre sans se défendre, ce qui était une situation rêvée pour le procureur. Le juge le condamna à 89 ans d'emprisonnement. Les policiers conduisirent ensuite Morales au quartier pénitentiaire de l'hôpital de Bellevue pour qu'on lui pose des mains artificielles avant de le faire emprisonner. Contre toute attente, et malgré la présence de gardiens dans les couloirs de l'hôpital, Morales réussit à s'enfuir. Les enquêteurs se rendirent aussitôt à la chambre d'hôpital du condamné. J'ai commencé par croire qu'on me faisait une mauvaise blague. Mais oui, il s'est enfui, bien sûr. Mais comment pouvait-il avoir fait ça? Premièrement, il était sérieusement handicapé. Et deuxièmement, sa chambre était située au 3e étage. Les agents constatèrent que les barreaux de la fenêtre et la grille avaient été coupés. Il avait pratiqué une ouverture dans la grille qui ne faisait pas plus de 15 sur 20 cm, à peu près grosse comme ça. Il a dû passer à travers cette ouverture. Dieu seul sait comment il a pu descendre 3 étages. On a tout de suite pensé qu'il avait eu de l'aide. Les enquêteurs reconstituèrent les événements. Quelqu'un avait sûrement apporté des pinces coupantes. William Morales s'est littéralement frayé un chemin vers la sortie en s'aidant avec ses coudes, car il n'avait plus de mains. Tout portait à croire que Morales avait fait un saut de 3 étages et que des complices l'attendaient en bas. Le FBI et la police de New York lancèrent les recherches pour retrouver Morales. On alerta la population ainsi que tous les services de police au pays. Mais plusieurs mois s'écoulèrent sans trace du fugitif. Puis les terroristes frappèrent de nouveau. 6 mois après l'évasion de Morales, le FALN commit de nouveaux attentats à la bombe à New York, Chicago, ainsi qu'à San Juan, à Porto Rico. Six autres mois plus tard, au nord de la ville de Chicago, quelqu'un appela la police d'Evanston pour signaler qu'une camionnette était garée dans une zone interdite. Les agents vérifièrent le numéro de plaque d'immatriculation et découvrirent que le véhicule avait été volé. Ils mirent le véhicule sous surveillance pour voir si quelqu'un viendrait le chercher. Ils l'ont surveillé plutôt que de le faire remorquer. Un peu plus tard, un homme et une femme garèrent leur voiture près de la camionnette et commencèrent à transférer des effets dans le véhicule. Police, put your hands up! Let me see your hands! Let me see your hands! Turn around! Face away from me! Stay right where you Les are! policiers qui les arrêtèrent trouvèrent des fusils. Les suspects qui n'avaient aucune carte d'identité sur eux refusèrent de parler. Quelques heures plus tard, dans la même banlieue de Chicago, une femme appela la police pour porter plainte. Un camion était garé dans un quartier aisé. Elle déclara qu'elle avait vu des gens entrer à l'arrière d'un camion pendant toute la matinée. Les policiers dépêchés sur les lieux ont tenté de parler à la conductrice. Pourquoi êtes-vous ici? Je suis venu voir des gens. Qui? La personne qui vit ici? Comment s'appelle-t-elle? Je ne le sais pas. Elle donnait des descriptions très vagues. Tout cela semblait bizarre. En examinant à l'intérieur du camion, le policier aperçut la crosse d'un pistolet. Maintenant, il savait qu'il avait affaire à des suspects armés et qu'ils n'étaient peut-être pas les seuls. Des complices pouvaient se cacher à l'arrière du camion. Pendant une vague d'attentats terroristes, des policiers d'Evanston en Illinois arrêtèrent un couple suspect. À l'arrière de leur camion,
ils trouvèrent des individus armés de fusils de chasse et de pistolets. Les agents les arrêtèrent tous. Les policiers d'Evanston photographièrent les suspects et prélevèrent leurs empreintes digitales. La vérification de leur carte d'identité leur posa quelques problèmes. Les noms qui figuraient sur ces cartes étaient tous des noms d'emprunt. Les enquêteurs tentèrent d'interroger les suspects, mais ceux-ci refusaient de parler. Les policiers, qui croyaient qu'il s'agissait peut-être là d'une affaire importante, contactèrent le FBI. En arrivant, l'agent spécial William Dyson du FBI reconnut un des prisonniers. C'était un membre important du FALN. Il faisait partie des 10 fugitifs les plus recherchés. C'était Carlos Torres. L'agent Dyson reconnut également d'autres membres du FALN parmi les prisonniers. C'était comme si je regardais les photos de ces types que j'avais accrochés au mur de mon bureau. On avait mis la main au collet des membres du FALN. On savait que c'était eux et qu'on les identifierait sous peu. Les agents du FBI examinèrent d'un peu plus près les fausses cartes d'identité. Par expérience, ils savaient que les criminels qui se servent de fausses cartes mettent une vraie adresse qui peut leur servir dans leurs activités quotidiennes. Ils remarquèrent alors que plusieurs de ces cartes portaient la même adresse, à Chicago. Les agents du FBI, aidés de la police de Chicago, firent une descente à cette adresse et y trouvèrent diverses composantes servant à fabriquer des bombes et d'autres indices sur le FALN. Grâce aux informations recueillies sur les terroristes, ils firent d'autres descentes à Milwaukee, à New York et au New Jersey. Ils identifièrent ainsi d'autres repères du FALN. 6 ans après le premier attentat à la bombe, un jury de la Cour fédérale reconnut les terroristes coupables de conspiration séditieuse, de port d'armes illégales, de transport de véhicules volés d'un État américain à un autre, parmi d'autres chefs d'accusation. Mais le présumé chef du FALN, William Morales, était toujours en liberté. Juste avant le prononcé de sa peine, un membre du FALN décida de collaborer avec les autorités en échange d'une peine réduite. Il déclara que les 11 terroristes se trouvaient à Evanston pour voler un fourgon blindé afin de financer d'autres attentats à la bombe. Il décrivit également une rencontre qui s'était tenue dans un repère de Milwaukee. Ils s'étaient rencontrés pour planifier leur prochain coup. L'homme qui était à la tête de cette rencontre portait une cagoule et il était donc impossible de le reconnaître, mais il n'avait pas de main. On a tout de suite su qu'il s'agissait de William Morales. L'extrémiste et chef du FALN William Morales avait perdu ses mains quelques années plus tôt alors qu'il fabriquait une bombe. Les enquêteurs pressèrent l'homme de leur donner plus d'informations, mais celui-ci déclara ne pas savoir où se trouvait Morales. Les agents lui demandèrent ensuite de leur décrire comment le FALN s'y prenait pour recruter de nouveaux membres. On devait savoir comment ils recrutaient ces gens. Une fois qu'on saurait ça, on pourrait les retrouver. Les enquêteurs apprirent que le FALN recrutait ses membres à même les rangs des extrémistes portoricains. Les nouveaux membres devaient abandonner toute activité politique et éviter de se faire remarquer. Avec cette idée en tête, l'agent spécial Rick Hahn fouilla parmi les centaines de dossiers d'extrémistes portoricains. Il lui faudrait beaucoup de chance pour identifier les derniers membres du FALN ainsi. On a cherché les types qui ne se rendaient plus dans les ralliements et d'autres rencontres de ce genre et qui avaient cessé de faire parler d'eux. Et on a commencé à les surveiller. Plus d'une année s'écoula avant que le FBI ne trouve finalement un suspect qui semblait mener une double vie. Très rapidement, on s'est rendu compte que ce type était louche. Il avait des activités anormales. Les agents suivirent le suspect jusqu'à un repère du FALN. Sur la base de leurs soupçons, ils obtinrent l'autorisation de mettre le suspect sur écoute électronique. En mars 1983, 2 ans après avoir obtenu la collaboration de l'informateur, les agents du FBI eurent de la chance quand ils entendirent le présumé membre du FALN demander à un mystérieux homme au Mexique
de venir à Chicago. Il a refusé d'y aller et a dit « Et pourquoi ne viendriez-vous pas me voir? Je dois subir une intervention chirurgicale. Je n'ai pas de papier d'identité. Je ne peux pas venir. On me reconnaîtrait trop facilement, etc., etc. » Le mystérieux homme avait demandé à son interlocuteur de le rappeler au même numéro une semaine plus tard. Les enquêteurs eurent une percée majeure quand ils identifièrent la voix de l'homme. C'était le chef présumé du FALN. Par sa voix, on était presque sûr que c'était William Morales. Mais comme Morales aurait peut-être recours à la chirurgie pour modifier son apparence, les agents demandèrent à leurs homologues mexicains de le photographier en secret. L'agent spécial Rick Horn. Les fédérales se sont rendus au café et ils ont trouvé Morales assis à une table. Morales s'était gravement blessé aux mains quelques années plus tôt en fabriquant une bombe. Il ne pouvait se protéger ni se servir d'une arme à feu. Les agents du FBI mirent les agents mexicains en garde. Le suspect serait sans doute accompagné d'un garde du corps armé. L'agent spécial Don Warford. On leur a dit de se montrer prudents. Ils ne pourraient pas lui ordonner tout bonnement de monter en voiture avec eux. Les fédérales, qui ne virent aucun garde du corps, décidèrent de procéder à l'arrestation de Morales. L'enquêteur Elmer Toro de la police de New York. Ils n'étaient pas censés l'arrêter, ils devaient simplement le photographier. Malgré tout, ils ont décidé d'arrêter William Morales. Et ce terroriste d'expérience s'est rendu à la police, ce qui a donné l'occasion à son garde du corps de sortir du restaurant. Le garde du corps ouvrit le feu et blessa grièvement un des agents mexicains. L'autre agent riposta, tuant le garde du corps. Il mit ensuite Morales en détention, mais la police mexicaine paya un lourd tribut pour cette arrestation, car l'agent blessé mourut en route vers l'hôpital. L'enquêteur Elmer Toro de la police de New York se rendit aussitôt au Mexique pour y interroger Morales et prendre les dispositions nécessaires pour le ramener aux États-Unis. Morales, qui était en détention pour avoir été la cause de la mort d'un agent de police, était vraisemblablement soumis à une forme de torture de la part des fédérales. Morales accueillit l'enquêteur Toro comme si c'était un ami de longue date. Il était heureux de me voir et m'a dit, et je m'en souviendrai toujours, « Elmer, je veux rentrer avec vous. » L'enquêteur Toro lui promit d'obtenir les papiers nécessaires et Morales accepta de les signer. Quand les agents mexicains apprirent que Morales allait retourner aux États-Unis, ils le traitèrent mieux, sans doute pour éviter un scandale. De retour à son hôtel, l'enquêteur Toro appela le FBI pour annoncer la nouvelle de l'arrestation de Morales. D'habitude, on n'arrive jamais à rien avec les autorités mexicaines. Mais là, Morales voulait rentrer au pays. On avait tous envie de remercier le bon Dieu. Laissez-le rentrer. Mais la situation n'était pas si simple que cela. J'ai alors regardé le bulletin de nouvelles et j'ai vu cet abruti qui nous dénonçait. Morales apparaissait à la télé, flanqué d'avocats extrémistes de Cuba, des États-Unis et du Mexique. Il condamnait maintenant les États-Unis avec véhémence. Il avait eu le temps de se trouver toute une armée d'avocats d'un peu partout. Il y avait des gens de Cuba, des avocats très puissants. Et dès qu'il a eu la protection de ses avocats, il n'a plus eu besoin de moi et il ne voulait plus rentrer. L'enquêteur Toro se rendait bien compte que Morales s'était servi de lui pour être mieux traité en prison, en attendant l'arrivée de ses avocats. Au cours des mois suivants, Cuba joua de ses influences pour obtenir la libération de Morales des autorités mexicaines. Je crois que Morales se la coule douce sur les plages de Cienfuegos à Cuba. Tôt ou tard, le gouvernement de Fidel Castro va être défait et on va peut-être finir par le retrouver. Morales étant en exil pour toujours et des membres clés du FALN séjournant en prison, le règne de 8 ans du groupe d'extrémistes a enfin pris fin. Par leur travail d'enquête acharné et de longues opérations de surveillance,
les agents du FBI et la police ont fini par avoir raison d'un des groupes de terrorisme intérieur les plus dangereux de l'histoire des États-Unis.